Ok, alors commençons par l'exercice 82. J'imagine que vous avez révisé. J'espère que vous avez aussi fait ça. Je l'espère pour vous. Donc, soit UN, la suite définie pour tout entier naturel n par UN égale n au carré moins 2n plus 3. Démontrer que UN est minoré par 2. Alors, il y a deux façons d'agir ici. La première chose, c'est que comme on travaille avec une suite, on pourrait penser que ici une preuve par récurrence s'impose. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est une possibilité, hein, bien entendu, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement ici faire une petite preuve par récurrence. D'ailleurs, laissez-moi agrandir un peu. Voilà. Vous pouvez faire une petite preuve par récurrence, d'accord? Et si jamais vous faites ça, sachez que du coup, la preuve par récurrence, ça consistera du coup à prouver quelle propriété? Bah, la propriété P de n, ici, c'est que la suite n au carré moins 2n plus 3, elle est, réalisons-le un instant, hein, c'est marqué juste ici, minoré par 2. Ça veut dire quoi, être minoré par 2? Eh bien, ça veut juste dire que la suite, elle est tout le temps plus grand que 2. D'accord? La suite, elle est supérieure à 2. Alors, elle dit minoré, donc, comme c'est juste spécifié cela, ici, je peux mettre supérieur ou égal à 2. Voilà. OK? Et ici, il dit la suite, donc, je vais considérer la suite à partir de n égale à 0. D'accord? Donc, alors, si on veut le faire par récurrence, hein, ce que l'on fait, c'est que l'initialisation, je vais la sauter parce que ça va me prendre trop de temps, mais voilà. Je vais directement vous faire l'hérédité, d'accord? Sachez que de toute façon, ça marche même l'initialisation, d'accord? Je vais juste vous marquer ici qu'il faut quand même le faire, mais on la considère comme validée. De toute façon, si vous prenez n égale à 0, ça fait 0 moins 2 fois 0, ça fait 3. Donc 3 supérieur ou égal à 2, c'est évident. L'hérédité, du coup, ça consiste à montrer que de P de n, je peux passer à P de n plus 1, hein, vous le savez. Ici, je suis en train de vraiment résumer, hein. Ça, c'est pas une rédaction propre, c'est juste une rédaction rapide. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à noter l'hypothèse de récurrence, donc le fait que n au carré moins 2n plus 3 est effectivement supérieur ou égal à 2. Et la question, c'est qu'est-ce que je dois montrer, en fait? Donc, quel est mon but? Et je me marque aussi que mon but est de montrer la même chose, mais avec, à la place, du coup, n plus 1. Là où à chaque fois, il y apparaît n, bah, je dois remplacer par n plus 1. Alors, si j'effectue ce remplacement, ça me donnera du coup n plus 1, le tout au carré, moins 2 fois n plus 1, plus 3, supérieur ou égal à 2. Ça, c'est la chose que je vais devoir démontrer qui est toujours vraie. OK? Alors, juste pour qu'on soit clair, hein, quelle est la chose que je dois démontrer? Du coup, hein, je la réécris. C'est n au carré plus 2n plus 1 moins 2n, moins 2 plus 3, supérieur ou égal à 2. Ça, c'est encore une fois mon but, hein. Donc là, je me simplifie un peu la vie en faisant quelques calculs. Eh bien, si je fais ces calculs-là, bah, du coup, je trouve n au carré. Là, j'ai plus 2n. Vous lisez ou pas? Vous lisez, hein? Voilà. Là, j'ai moins 2n juste après. Donc, ces deux-là, ils se simplifient. Et ensuite, j'ai plus 1, moins 2, plus 3. Donc, ça fait globalement, ça fait du coup, hein? Exactement. Donc, tout ce qui reste ici, c'est, oups, pardon, j'ai oublié de changer de stylo. Ça, c'est n au carré plus 2, supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, ça, c'est mon but. Et maintenant, vous pouvez légitimement vous poser une question. Mais en fait, cette hérédité, elle n'est pas déjà automatiquement vraie? Bien sûr, hein, on est d'accord. C'est une preuve par récurrence, tout ce que vous voulez. Mais regardez là un instant ce but. Regardez qu'est-ce qui est marqué. C'est marqué n au carré plus 2 supérieur ou égal à 2. C'est logique parce que n est toujours un entier. Et je le fais au carré. Donc c'est sûr que ça, juste lui, c'est toujours strictement positif ou égal à 0. Parce que ça peut être n égal à 0. Ça vaut toujours 2, donc c'est supérieur ou égal à 2. Et ça, c'est supérieur ou égal à 2. Donc en fait, ça c'est vrai sans besoin de faire des preuves, parce que c'est trivial. Mais du coup, ça veut dire que, comme j'ai déjà démontré P de n plus 1, j'ai même pas eu besoin d'utiliser cette propriété-là, vous voyez.
ici, dans cette... C'est un cas particulier en fait. Hein. Ici même, l'hypothèse de récurrence, j'ai même pas eu besoin de l'utiliser parce qu'en fait, ça, c'est tellement évident que je n'ai plus besoin de rien faire. D'accord? Alors pourquoi ici c'est tellement facile? Bah parce qu'en fait, utiliser la propre récurrence, ce n'est pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie ici, c'est tout simplement de remarquer que quand vous réécrivez ce que vous voulez démontrer, hein, c'est-à-dire n au carré moins 2n plus 3 supérieur ou égal à 2, bah en fait, laissez-moi juste réécrire ça de façon plus agréable. Ça devient n au carré moins 2n plus 1 plus 2 supérieur ou égal à 2. Et ça veut dire quoi? Regardez, hein, j'ai juste séparé le 3 dans la somme de 1 et 2. Je peux le faire. C'est quoi ça? C'est juste du maquillage. Je change un peu les valeurs, mais c'est la même chose. Sauf que si j'échange ça, en fait, ici, vous remarquez que j'ai n moins 1, le tout au carré, plus 2, supérieur ou égal à 2. Et tout ça, ce sont des équivalences. Donc, regardez ce dernier passage. Donc, ça veut dire que n moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est encore une équivalence parce que j'ai tout simplement simplifié ici ce plus 2 avec ce 2. Je les ai simplifiés. D'accord? Et cette chose que je viens de marquer ici, hein, ça, c'est tout le temps vrai parce que c'est un carré. Et un carré est tout le temps supérieur ou égal à 0. Mais si ça, c'est validé, alors ça, c'est validé, ça, c'est validé et ça, c'est validé. Donc, voilà. Parfois, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire une preuve par récurrence. De toute façon, si vous alliez faire une preuve par récurrence, vous aurez remarqué que la preuve était tellement facile en fait que vous n'avez même pas besoin de la faire réellement. Parce que en fait, cette affirmation-là, elle est vraie de toute façon pour tout n, de façon tellement évidente que vous n'avez pas besoin d'utiliser une récurrence pour ça. Voilà. Des questions? Qui n'avait pas fait cet exercice? Non, pardon, je change de question. Je sais que très peu de monde a fait. Qui avait fait cet exercice à la maison? Non, juste essayer. Ah, non, quand vous... Ah, c'est super alors, plus que la moitié quand même. Super. La deuxième, par contre, vous êtes obligé. La deuxième, il vous le dit clairement. Hein. Il dit démontrer par récurrence. Donc là, vous n'avez pas trop le choix. Là, il faut vraiment le faire par récurrence, d'accord? Mais par contre, encore une fois, c'est une récurrence muy facile. Et pourquoi c'est une récurrence facile? Parce que ici, tout ce qu'on doit démontrer, du coup, c'est alors 0,75 plus 2. Du coup, je vous la fais ici. Celle-là, elle mérite un peu de temps. Preuve, excusez-moi, par récurrence de... La probabilité P de n, du coup, c'est ici. Alors, U de n, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Majoré par 8. Donc, U de n inférieur ou égal à 8, parce qu'elle est majorée par 8. Et la suite, c'est U0 et UN plus 1. Alors, UN plus 1, si je me rappelle, c'est 0,75 UN plus 2, je crois. En effet, elle s'appelle V, pardon, et V0 c'est égal à 1. V0 égale à 1, Vn, et ça c'est Vn plus 1, et ça c'est du coup Vn. Excusez-moi, je m'étais trompé de lettre. Donc voilà, c'est ça qu'on veut faire, d'accord? Et je vais vous faire remarquer encore une fois, c'est ça P de n. Donc déjà, je commence par l'initialisation, c'est-à-dire vérifier que P de 0 est vrai. Autrement dit, P de 0, c'est le fait que V0 est inférieur ou égal à 8. Et ça veut dire que 1 est inférieur ou égal à 8. Donc, vrai. L'hérédité, je m'écris l'hypothèse de récurrence. C'est quoi l'hypothèse de récurrence? Bah, c'est P de n, donc tout simplement U de n, c'est V, excusez-moi, V de n inférieur ou égal à 8. Et ensuite, je vais écrire mon but
c'est-à-dire de montrer la propriété au rang n plus 1, autrement dit, Vn plus 1 inférieur ou égal à 8. Ça, c'est mon but, c'est lui. Je vais le garder toujours sous les yeux. Oui. Le but, c'est toujours de trouver n plus 1. Oui. P de n plus 1. Ok, maintenant faisons la preuve. D'accord? Moi, je sais que V de n, donc, est inférieur ou égal à 8. Et je vais commencer par cette affirmation-là. D'accord? Donc ça, c'est la vraie... c'est la démonstration. D'accord? Je vais écrire du coup V de n inférieur ou égal à 8. Première étape. Et je vais arriver à V de n plus 1 inférieur ou égal à 8. Du coup, je vais faire des passages pour transformer Vn en V de n plus 1. Alors, le premier passage que je fais, c'est de tout multiplier fois 0,75, donc à gauche et à droite. Et donc, j'écris que ça fait 0,75 Vn inférieur ou égal à 8 fois 0,75. D'accord? J'ai multiplié à gauche et à droite, et donc je peux marquer ici, si et seulement si, parce que c'est une équivalence. Ensuite, je vais rajouter 2 à gauche et à droite pour obtenir du coup 0,75 Vn plus 2 inférieur ou égal à... Alors ça fait combien déjà? 8 fois 0,75, 6 plus 2. Et là, je vais mettre si et seulement si. Super. Je écris encore une équivalence. Et donc 0,75 Vn plus 2, ça c'est exactement égal à V de n plus 1. Et 6 plus 2, ça fait 8. Donc ici, à travers une très courte suite de calculs, on a pu prouver sans difficulté que V de n plus 1 est inférieur ou égal à 8. Preuve par récurrence. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Excusez-moi, je contrôle juste que c'est enregistré toujours. Super. Donc, on va passer à la conclusion. Conclusion. Donc, la propriété P de n est initialisée et héréditaire. Donc, grâce au principe de récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant aux entiers naturels. D'accord? Toujours la même phrase. Maintenant, j'espère que vous la connaissez par cœur. Voilà, voilà. Ça, c'est l'exercice 83. Remarque. Je peux glisser? Oui. Petite remarque. Ça, ce sont juste des exercices pour vous montrer que même si vous ne connaissez pas explicitement quelle est la suite, vous pouvez quand même démontrer qu'elle est majorée ou minorée. D'accord? Donc, ce sont des exercices sur la minoration et sur la majoration. Donc, maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'un peu plus simple pour réactiver un peu vos cerveaux. Et j'aimerais donc ainsi conclure cette partie-là pour passer à la suite du chapitre. Donc, je vais vous proposer cet échauffement-là, d'accord, dans lequel on demande de donner la limite de la suite en utilisant. Et là, je tiens à rajouter quelque chose parce que c'est un peu mal écrit dans cet énoncé, mais j'avais juste besoin du texte. Alors déjà, la première, on peut la sauter. On va éviter de la faire. Ce sont plutôt les autres qui m'intéressent. Et là, quand il dit des majorations ou de minorations, moi, j'aimerais bien rajouter des majorations, des minorations, virgule, ou des encadrements. C'est-à-dire, c'est quand la suite, elle est bornée. D'accord? Comment tu l'avais dit, toi? Des bornations ou j'ai mal entendu? C'est ça? Des bornations. J'adore. Mais techniquement, c'est pas de la vraie langue. Donc, ça peut devenir un néologisme si tu arrives à le diffuser auprès du reste de ta génération. Bornation, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, je vais vous laisser quelques minutes en sachant que le plus important,
En sachant que le plus important, c'est de se rappeler de quel théorème il faut utiliser. Donc, les théorèmes des comparaisons ou des gendarmes. D'accord? Et choisissez donc quelle technique utiliser avec soin. Donc, la correction, on va commencer par, du coup, l'exercice B. C'était celui-là. Et je crois que c'était n-2. D'accord? Alors, la conjecture qu'on a émise, c'est que cette suite-là, qu'on va appeler UN, tend vers 0. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que n-2, ça tend vers l'infini, et que tout ce qui se passe au numérateur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je sais que le numérateur, c'est un truc qui est encadré, parce que les deux facteurs qui le composent, ils oscillent toujours entre -1 et 1. Donc, si je fais cette conjecture-là, je dois essayer de l'encadrer. Alors, pour l'encadrer, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok, -1, il peut valoir deux choses. Soit il vaut 1, soit il vaut -1. C'est deux cas. Il n'y a pas d'autres possibilités, hein, globalement. Imaginons que -1 puissance n, ça vaut 1. Si ça vaut 1, ça veut dire que sinus de n, il est multiplié fois 1. Et donc, ça, c'est encadré entre -1 et 1. Vous le voyez ou pas? Parce que si lui, il vaut 1, ça, c'est la seule possibilité. Maintenant, imaginons que ça vaut -1. Si ça vaut -1, maintenant, au milieu, j'ai moins sinus de n. Parce que du coup, ce moins sinus de n, il est obtenu comme -1 fois sinus de n. Mais où est-ce que je peux encadrer moins sinus de n? -1 fois sinus de n, du coup, c'est comme si j'ai multiplié fois -1 cette inégalité-là. Imaginez de la multiplier fois -1. Qu'est-ce qu'elle devient en fait? Oui, mais du coup, comme vous la multipliez fois -1, elle devient très exactement... Regardez, imaginez de prendre celle-là et de la multiplier. Imaginez, de la multiplier fois -1. Alors, quand vous multipliez par un négatif, il faudra inverser l'encadrement. Donc, ça devient comme ça. Le 1, il devient -1. Le -1, il devient 1. Mais un instant, réalisez-moi ça dans le bon sens. C'est exactement la même chose. -1 inférieur ou égal à moins sinus de n, inférieur ou égal à 1. Mais alors, ça veut dire que quelle que soit la situation, cet encadrement-là, excusez-moi, cet encadrement-là est toujours valable. C'est-à-dire que dans les deux cas, soit -1 puissance n, il vaut 1, soit il vaut -1, eh bien, dans les deux cas, je peux déduire que du coup, -1 est tout le temps inférieur ou égal à -1 à la puissance n, sinus de n, inférieur ou égal à 1. Et pourquoi ici j'ai laissé un peu d'espace? Parce que moi, je ne veux pas encadrer ce numérateur. Moi, ce que je veux encadrer, c'est cette suite, celle-là. Et pour la faire apparaître dans cet encadrement, eh bien, une fois que je suis arrivé ici, je vais diviser les trois membres par n-2. C'est-à-dire que je vais faire une équivalence, du coup. -1 divisé par n-2, inférieur ou égal à -1 à la puissance n sinus de n, divisé par n-2, inférieur ou égal à 1 divisé par n-2. Et là, j'applique le théorème des gendarmes. Parce que je vais dire que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Et que du coup, le terme central, il va lui aussi tendre vers 0. Pour l'écrire, pour bien l'écrire, il va falloir juste que je fasse un peu de blabla. C'est-à-dire que je vais écrire en français, du coup, je sais que petit 1, pour tout n supérieur ou égal à 3, vous allez comprendre pourquoi dans un instant,
moins 1 sur n moins 2 est inférieur ou égal à moins 1 puissance n sinus de n divisé par n moins 2 inférieur ou égal à 1 divisé par n moins 2. Pourquoi j'ai mis supérieur ou égal à 3? Qu'est-ce qui se passe si je mets supérieur ou égal à 0? Qu'est-ce qui se passe si je mets n supérieur ou égal à 0? Exactement, parce que pour n égale à 2, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, pour me débarrasser de ce problème, je vais commencer à n égale à 3, de sorte à ce que n égale à 2 ne soit pas un problème. J'ai les droits. Deuxième chose que je sais, la limite pour n qui tend vers plus l'infini de moins 1 sur n-2 est égale à 0. Et cette limite-là, en effet, c'est également la même que la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 1 divisé par n-2. Quand vous avez ces deux choses réunies, vous pouvez dire que donc, par le théorème des gendarmes, la limite pour n qui tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance n sinus de n, le tout divisé par n-2, est bien égal à 0. Donc cette valeur-là, c'est la même que vous retrouvez juste ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais lui trouver une suite qui lui soit plus petite. Vous avez compris, une fois que j'ai fait ça, j'ai gagné. Parce que vous le savez déjà que celle-là va aller vers plus l'infini. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je dois trouver une suite dont je suis certain qu'elle va vers plus l'infini. Alors, ma proposition est tout simplement de tricher. Complètement tricher. C'est-à-dire que je vais faire une des choses les plus simples que je peux faire. Vous savez que deux fractions, si je veux les comparer, je sais que si elles prennent le même dénominateur, je peux juste écrire que celle à droite sera plus petite si je baisse un peu le numérateur de l'autre. Alors, pourquoi ne pas le baisser? Là, c'est marqué n au carré plus 6. Moi, je vous propose de le baisser de 7. C'est-à-dire d'écrire que ça, c'est supérieur ou égal que n au carré moins 1. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que du coup, je peux écrire en fait, n au carré moins 1, en fait, c'est une acier remarquable. Vous savez laquelle, n'est-ce pas? C'est combien? Exactement. Du coup, qu'est-ce que j'écris ici? Ici, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Il y a N et 1. Ah, exactement, Lucas. Et là, là, on a gagné parce que N-1, N-1. Simplification. Et du coup, je me retrouve avec n au carré plus 6 divisé par n-1. Donc là, je mets une belle équivalence. Supérieur ou égal à... Qu'est-ce qui reste ici? Et ça, maintenant, c'est une suite, donc je connais tout. C'est n plus 1. On trouve difficilement plus simple que ça. D'accord? Alors, vous avez le droit de dire, messieurs, mais moi, je n'arrivais pas à voir ça. C'est votre droit. En effet, on aurait aussi pu, en général, chercher quelque chose de analogue, donc un raisonnement similaire. Dans tous les cas, sachez que juste vous aurez pu démontrer que, par exemple, ça, c'était supérieur ou égal à n. Et comment on aurait fait un truc de ce genre-là? En fait, vous faites une conjecture, vous conjecturez quelque chose. Par exemple, vous conjecturez que n au carré plus 6 divisé par n-1 est supérieur ou égal à, à n. C'est une conjecture, vous savez pas si c'est vrai ou pas. Et ensuite, vous raisonnez par des si et seulement si. Et donc, si je faisais ça, par exemple, je pourrais dire n au carré plus 6 supérieur ou égal à n fois n-1. Vous le voyez ou pas? D'accord? Et là, vous allez dire n au carré plus 6 supérieur ou égal à n au carré moins n. D'accord? Ça, c'est encore si et seulement si. Et là, vous voyez que le n au carré et le n au carré, ils peuvent se simplifier. Et tout ce qui me reste, c'est 6 supérieur ou égal à moins n.
Est-ce que ça c'est tout le temps vrai ou pas? Pourquoi? Tout à fait. Mais si ça c'est trivialement vrai, et c'est le cas, alors vous remontez tout et vous vous dites, bah du coup j'ai raison. Et là j'ai fait juste une simple conjecture. D'accord? Il suffit juste, et par contre il faut faire attention à un truc. Il y a n-1 qui est écrit ici. Donc cette conjecture, vous pouvez la faire pour tout n supérieur ou égal à 2. Parce que sinon, vous avez le problème de n égale à 1 qui pourrait vous donner des difficultés juste ici, vous voyez, au dénominateur. Mais voilà, ce sont des petites choses. Il faut juste apprendre à travailler avec ça. D'accord? 1 plus moins 1 puissance n. Je pense que c'était de loin la plus simple. Je ne vous fais pas l'application du théorème des gendarmes parce que sinon on va mourir de vieillesse derrière cet exercice. Je vais juste vous l'encadrer. Et là, l'encadrement est simple. Il suffit juste de remarquer quelles peuvent être en fait les valeurs minimales et maximales de ce morceau-là. Alors ça, au minimum, ça vaut moins 1. Et donc ça fait 1 moins 1, donc 0 divisé par 3 à la puissance n. Et ça vaut combien? Bah 0. Donc en fait, je peux juste écrire ça. Et l'autre, du coup, c'est 1 plus 1, donc ça fait 2 divisé par 3 à la puissance n. Et alors, si je regarde bien cette expression, je sais que ça va tendre pour n qui tend vers plus infini vers 0, parce que c'est une constante. Hein. Les constantes restent constantes. Et ça, pour n qui tend toujours vers plus infini, ça va tendre vers 2 divisé par l'infini, donc, encore une fois, 0. Et donc, il ne vous reste que appliquer le théorème des gendarmes pour conclure. D'accord? Sachant que ce bel encadrement, cette belle bornation, on l'a démontré pour tout n appartenant, cette fois-ci, aux antinaturels. D'accord? Merci à Inès pour ce néologisme. Donc, on attaque la partie cours maintenant. Je vous prie de me suivre sur vos cahiers courts. Hein? Donc, merci de recopier ce que j'écris. D'accord? Donc, on a compris, hein, on a vu plusieurs théorèmes de comparaison sur les suites. D'accord? Notamment les deux théorèmes de comparaison et le théorème des gendarmes. Mais on a aussi vu, hein, je vous le rappelle, le théorème des suites monotones. Vous vous rappelez de ça? Ne l'oubliez pas, on va en reparler jeudi prochain. Mais maintenant, laissez-moi vous poser la question. À votre avis, est-ce que les choses qu'on a vues sur les suites seront aussi valables sur les fonctions exactement? Alors, petit rappel, hein. Qu'est-ce qu'on a vu pour les suites? Bah, graphiquement, si on devait par exemple donner un équivalent du théorème des gendarmes, bah, on sait que sur les suites, le théorème des gendarmes veut dire en fait que vous avez une suite assez bizarre, par exemple, qui fait, imaginez-le, hein, un comportement comme celui-là. D'accord? Et vous voulez savoir où elle va, alors que vous voyez qu'en fait, elle a un comportement un peu oscillatoire. Vous n'arrivez pas trop à savoir précisément où elle va aller. Et ben, ce que vous faites, du coup, avec les suites, c'est que vous allez l'encadrer, du coup, entre deux suites qui, elles vont dans la même direction. Par exemple, une suite comme celle-ci, donc la suite rouge, et une suite jaune, par exemple, celle-là. Imaginez, ça c'est un peu une visualisation, hein, du théorème, excusez-moi, du théorème des gendarmes. J'espère que vous le voyez, d'accord? Les deux suites rouge et jaune, ce sont les deux suites qui sont en train d'encadrer la suite bleue qui, elle a un comportement un peu plus oscillatoire. Vous voyez qu'elle est toujours entre les deux, mais on ne sait jamais exactement où. Elle bouge presque de façon aléatoire. Eh bien, ce ne serait pas logique de penser que le même discours peut être fait pour les fonctions. Regardez, je vous le mets juste à côté, ok?
Imaginez cette fois-ci de ne pas vouloir borner une suite, mais une fonction. Vous savez que la différence majeure, c'est juste que la fonction, en fait, ça, c'est quelque chose de continu, que je trace de façon continue. Par exemple, cette fonction-là. D'accord? Cette fonction-là, elle est compliquée à étudier parce que vous voyez comme elle bouge. C'est un peu comme un serpent. Elle n'a pas une direction fixée. Elle n'est pas forcément croissante ou décroissante. Elle oscille, elle est difficile à cerner. Donc, j'ai tout à fait le droit de me dire, est-ce que je n'arriverai pas à l'encadrer entre deux autres fonctions? Par exemple, de belles fonctions qui soient, elles, tout à fait régulières et précises. Par exemple, une fonction comme ça et une autre comme ça. Imaginez maintenant que j'arrive à démontrer, peut-être, hein, ou pas, que la limite de la fonction rouge pour non pas n qui tend vers l'infini cette fois-ci, mais x qui tend vers plus l'infini est égale à la limite de la fonction orange, toujours pour x qui tend vers plus l'infini, FO comme F orange, hein, bien entendu. Eh bien, si j'arrivais à démontrer cela, cela voudrait dire que j'ai coincé la fonction bleue entre les deux fonctions rouge et orange. Donc en fait, c'est précisément la même chose que le théorème des gendarmes, juste adapté au cas des fonctions. Donc maintenant, je vais vous passer en revue très rapidement les théorèmes équivalents de comparaison et des gendarmes dans le cas des fonctions. Vous allez voir, rien ne change, c'est tout pareil, juste vous remplacez là à chaque fois où il y avait le mot suite ou le symbole d'une suite ou n qui tend vers plus l'infini ou n qui tendait toujours du coup vers plus l'infini, là on va remplacer par x. D'accord? Et je vous rappelle par contre, hein, x, ça peut tendre aussi vers moins l'infini, et éventuellement, ça peut avoir une limite finie. Alors là, c'est un peu plus délicat. Mais pour le moment, regardons juste ces théorèmes donc, qui adaptent les résultats des suites aux fonctions. D'accord? Donc, vous écrivez avec moi, s'il vous plaît. OK? Prêt? Je vous les résume avec un seul théorème, comme ça, ce sera plus rapide pour vous et pour moi aussi hein, à écrire. D'accord? Donc, j'espère que vous avez fait à peu près un résumé de ces deux dessins. Pas du tout. C'est pas grave. Passons directement au théorème. J'espère qu'au moins c'est clair dans votre tête. Si vous l'avez pas fait, j'espère qu'au moins c'est clair. Ces schémas, c'est les mêmes. C'est juste qu'au lieu des points, des points, c'est des lignes. Tout à fait. Oui, mais sachez que d'ici un mois, quand on aura passé à parler d'autre chose, il va falloir que vous le sachiez, d'accord? C'est pour ça que moi je fais toujours des dessins parce que il faut le fixer de quelque façon dans votre mémoire. Ok? Ok, donc théorème. Et du coup, je vais mettre au pluriel. Hein. Théorème de comparaison. Et là, je vais mettre entre parenthèses le cas des fonctions. Tac, tac, tac. Vraiment important. Hein? Ok. Soit f, g et h des fonctions sur donc qui sont données, hein. Donc on dit en général qu'elles sont définies hein, sur l'intervalle. Et là je vous donne un intervalle générique qui va prendre le cas où x tend vers plus l'infini. Mais sachez que tous les théorèmes ils marchent également. Donc les résultats s'adaptent évidemment au cas où l'intervalle est moins l'infini alpha. D'accord? Juste pour que ce soit clair, hein. Là, je vous donne les théorèmes dans le cas où je me trouve dans un intervalle qui permet à x de tendre vers l'infini. Vous voyez, c'est un intervalle de la forme alpha plus l'infini, donc ça veut dire que x pourra
lui, tendre vers plus d'infini. Mais sachez que ce résultat va pouvoir aussi s'adapter hein, au cas où x tend vers moins l'infini. Hein, c'est exactement la même chose, sauf que bah, du coup, vous allez de l'autre côté. D'accord? Donc, le résultat est le suivant. Alors, si pour tout x appartenant à cet intervalle, donc alpha plus infini, on a que f de x est inférieur ou égal à g de x, et que la limite pour x qui tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, alors, qu'est-ce que je peux conclure à votre avis? Je n'ai rien entendu, Ryan. Tout à fait. Je vous le répète, hein, la limite pour x qui tend vers plus l'infini de g de x, elle va être égale à plus l'infini parce que ici, regardez, la fonction qui est en train de pousser de quelque façon, hein, encore une fois, c'est un poussée métaphorique, hein, mais la limite pour x qui tend vers plus l'infini de f, c'est égal à plus l'infini. Et comme la même fonction f, elle est plus petite ou égale que g, c'est comme si elle a poussé g vers plus l'infini. Donc là, je vais écrire plus l'infini. OK? Deuxième comparaison, bien entendu, vous vous en souvenez sûrement. Si, encore une fois, pour tout x appartenant à alpha plus l'infini, on a que, on va dire la même chose, hein, f de x inférieur ou égal à g de x. Et en même temps que la limite pour x qui tend vers plus l'infini toujours, de, du coup, là je fais un petit changement, je dis c'est g de x cette fois-ci, et cette limite-là c'est moins l'infini. Qu'est-ce que je peux dire du coup? Ça c'est symétrique, c'est le cas opposé du coup. Hein. Cette fois-ci du coup, ça veut dire que la limite pour x qui tend vers plus l'infini de f de x, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, je sais que g tend vers moins l'infini pour x qui tend vers plus l'infini. Je sais que g est plus grand que f, mais du coup, si g, elle, déjà tend vers moins l'infini, alors ça veut dire que f aussi, elle va tendre vers moins l'infini. Ok? Je vous souligne les fonctions qui font que le théorème marche, d'accord? Là, c'est g de x, du coup, qui est supérieur ou égal à f de x, et avant, c'était f de x qui était inférieur ou égal à g de x. D'accord? Et enfin, on a le théorème des gendarmes. Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est, ici, c'est tout pareil. Sauf que ici, du coup, nous avons h de x qui rentre en jeu, inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à g de x. Et que la limite de h de x est égale à la limite de g de x, toujours un pour x qui tend vers plus l'infini, pour x qui tend vers plus l'infini. Hein. Si ces deux limites-là sont égales, alors on est en train de coincer. Laissez-moi juste finir cette petite partie, d'accord? Alors, la limite pour x qui tend vers plus l'infini de la fonction au milieu, donc f de x, sera égale à la même limite que les deux fonctions. On va appeler cette limite L. Une limite finie cette fois-ci. D'accord? J'espère que vous voyez, hein. L, c'est la chose qui apparaît comme la limite de h et de g, tout aussi bien du coup que de f.
Excusez-moi, j'ai un peu dû accélérer pour être dans les limites de notre temps. Ce théorème, on ne va pas encore l'appliquer. Les exercices que je vous donnerai à faire pour la prochaine fois seront juste des exercices encore sur les suites. Ne vous inquiétez pas, on va d'abord voir des exemples de l'application des fonctions. Mais voilà, je voulais quand même avancer un peu sur le cours. De toute façon, ici, je n'ai pas vraiment rajouté quelque chose. Il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés théoriques. C'est toujours la même chose, mais pour les fonctions. D'accord ? Voilà. Merci d'avoir été là. Je vous donne les exercices à faire pour la prochaine fois. Elle se trouve juste ici. Ah, et évidemment, le contrôle qui est mentionné ici, il n'est pas exactement là pour vous, hein. Il est pour le groupe qui est en train de regarder cette vidéo depuis la maison parce que vous avez déjà fait ce contrôle. D'accord? J'ai dit chanceux.